Invité ce dimanche sur le plateau de l'émission Libre Expression sur Info TV, Abel Elimbi Lobé a suscité une vive polémique en qualifiant Ernest Ouandjé de bandit. Je le cite, lorsqu'on arrête Ernest Ouandjé qui était un bandit, un grand bandit, il ne faisait pas de la politique, le Cameroun était déjà indépendant. En tout cas, cette déclaration qui n'a laissé personne indifférente va évidemment créer de vives réactions sur la toile et parmi lesquelles David Eboutou qui pense qu'on a fusillé une seconde fois celui qui est considéré comme notre mémoire collective comme étant le dernier nationaliste UPCiste révolutionnaire en le qualifiant de bandit. Outre David Eboutou, Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, et de ceux qui estiment qu'on doit protéger nos héros et voire même les célébrer sur son compte Facebook. Il rappelle que nous ne devons pas oublier ce que nous devons à ceux qui ont combattu pour que nous soyons Cameroun et devenir une nation. Alors, depuis ce matin, ça c'est une information qui a fuité par Elibi Lobé lui-même. L'on a appris que son épouse a été agressée dans son bureau à Douala, capitale économique du Cameroun, par des personnes en furie à la suite de ses propos sur celui qui est considéré comme une figure marquante de la lutte de notre indépendance. Alors, la question est donc de savoir qui est Ernest Ouandjé pour les jeunes qui ne connaissent pas évidemment l'histoire et qu'a-t-il fait pour l'indépendance du Cameroun. Et je vais vous brosser en quelques temps seulement. Né en 1924 dans le département du Honkam, le jeune Ernest Ouandjé sera très tôt confronté aux injustices brutales des colons français, et ça a été le cas pour tous ces nationalistes. Alors qu'il n'est âgé que de 3 ans, la famille vivant à l'époque à Bangou, son père est déporté dans les plantations de Dibon, dans le département du Honkam. Alors, contraint aux travaux forcés, il y restera 3 longues années avant de revenir malade. Et c'est ça qui va provoquer la colère d'Ernest Ouandjé. En effet, sous le régime colonial de l'indigénat, il faut le rappeler, les colonies françaises suivaient le code de l'indigénat qui octroyait un statut légal inférieur aux populations des colonies françaises. Les travaux forcés faisaient partie donc du système des taxes et travaux corollaires aux amendes et peines. Donc le but était véritablement de tirer le maximum de profit des populations locales. La plupart des grands projets coloniaux en termes d'infrastructures, soit les routes, les mines ou les plantations, ont été basés sur les travaux forcés obtenus par des prisonniers qui purgeaient des peines spéciales arbitraires. Les colons d'ailleurs estimaient que ces contributions étaient le tribut à payer pour les indigènes, pour la pacification, l'accès à la civilisation et la protection. Ça, ce n'était qu'un discours. Et donc, dans la même perspective, l'impôt apparaissait comme la juste rétribution des efforts du colonisateur, l'application normale du droit absolu d'obliger les populations noires auxquelles il apporte la paix et la sécurité à contribuer dans la mesure de leurs moyens aux dépenses d'utilité générale. C'était véritablement cela. Et donc, Ernest Ouandjé naît dans un véritable bouillon de culture et dès l'âge de 9 ans, son éducation, comme on le sait, est prise en main par son oncle Kamde Sango, qui l'inscrit à l'école publique de Bafoussam. Il côtoie, même pendant 3 ans, certaines futures pensantes ou alors têtes pensantes, dont Tagni Mathieu, qui deviendra le président de la section d'Union et Sanaga de l'UPC, et Foyou de Hapi, qui sera dans les affaires politiques et de sécurité du président Aïdjo. Quittant donc ensuite Chang, son CPE en poche, il entre à l'école primaire supérieure de Yaoundé, section enseignement, où il obtient finalement le diplôme des moniteurs indigènes en novembre 1943. Il donc commence à enseigner à Edea, puis à Chang, et en 1948, il adhère à l'UPC et directement est affecté à Douala comme directeur de l'école publique du quartier Noubel Bamileke. C'est comme ça qu'on appelait le quartier Noubel à l'époque, pour ceux qui lisent. Fervent militant de l'UPC, il quitte sa famille pour mener pleinement son engagement et devient vice-président de l'Union des populations du Cameroun, chargé de l'organisation et directeur de la Voix du Cameroun. En 1954, il s'exile au Cameroun occidental et crée le syndicat des enseignants à Edea.
Le 3 juin 1957, le gouvernement britannique interdit l'UPC. Ernest Ouandje est alors expulsé du Cameroun occidental et déporté à Khartoum, au Soudan, avec Félix Roland Moumié, Abel Kingé et 10 autres militants nationalistes. En 1960, il rencontre Albert Moukon à Accra, qui l'encourage à cesser la lutte armée maintenant que l'indépendance est acquise et qu'il fallait participer aux élections de 1960, ce à quoi était favorable évidemment Félix Moumié, mais Wandi refuse, puis la guerre civile commence. Cette même année, il rencontre également Nelson Mandela au Caire, à qui il enjoint d'engager la lutte armée contre l'apartheid. Vous voyez un peu l'esprit combattant de l'homme. À la suite de l'assassinat donc de Félix Roland Moumié le 3 novembre 1960, je crois, Ernest Ouandje lui succède à la présidence de l'Union des populations du Cameroun. En janvier 61, il se rend au Caire en compagnie d'Abel Kingé pour rencontrer les autorités égyptiennes. À cette occasion, il dénonce la coopération du gouvernement camerounais avec l'impérialisme. La même année, il revient clandestinement au Cameroun depuis la frontière nigériane et prend les commandes de la libération ou alors de l'armée de libération nationale camerounaise, en abrégé ALNK, qu'il réorganise. Il annonce la dissolution des anciennes structures militaires et la mise en place d'une nouvelle hiérarchie dont la direction est confiée directement à David Kana. Le 13 septembre 1962, il préside dans le Maquis une assemblée populaire qu'il a convoquée et la décision de création du comité révolutionnaire comme direction provisoire de l'UPC est prise. Il est décidé de la création aussi d'un état-major de cette armée révolutionnaire. Ernest Ouandje est arrêté pendant la lutte le 19 août 1970 en Banga, dans le département du Mungo. Il est aussitôt conduit dans les locaux de la brigade mixte mobile BM à Kondengi, ici même à Yaoundé. C'est l'actuelle prison principale. Et lors de sa détention dans les locaux de cette police secrète paramilitaire, il partage la cellule d'Albert Moukon, ancien secrétaire général du One Cameroun, de Ndé Toumaza, et en tant que tel, habitué des prisons politiques. Le 28 décembre 1970, il comparaît devant le tribunal militaire de Yaoundé, en compagnie de Monseigneur Albin Ndokmo et de 26 autres coprovenus pour avoir, dans l'étendue de la région administrative de l'ouest du département du Mungo, courant 1961-1970, en tout cas dans le temps légal des poursuites, tenté par la violence de modifier les lois constitutionnelles ou de renverser les autorités politiques instituées par les dites lois ou de les mettre dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions. Il est aussi accusé d'avoir organisé, commandé des bandes armées dans le but de provoquer la guerre civile et de commettre la révolution, d'avoir commis aussi ou fait commettre des assassinats, des incendies, des arrestations et séquestrations de personnes, des pillages en bande. En tout cas, de s'être rendu complice des dits crimes. Et puis, quelque chose qui va marquer les esprits, c'est qu'à l'ouverture des débats, Ernest Ouandje est privé de ses avocats qui n'ont pas pu obtenir de visa pour se rendre au Cameroun et assurer sa défense. Et bien qu'ayant récusé Maître Orcel, son avocat qui a été commis d'office, il va déclarer au président du tribunal militaire qu'il lui était impossible d'être jugé et que le gouvernement veut l'abattre et que ce procès est une forfaiture. Il croyait que l'absence de l'avocat à ses côtés allait annuler le procès. Mais selon le tribunal militaire de Yaoundé durant le procès, Ouandje Ernest, en sa qualité de vice-président de l'UPC, a pris le commandement des maquis du territoire en 1961 pour continuer la lutte révolutionnaire engagée par ce qu'on a appelé l'armée de libération nationale camerounaise, que cette lutte avait pour but essentiel de faire abdiquer le pouvoir par les autorités en sémant la terreur dans les populations par des assassinats, des meurtres, des incendies, des vols, des pillages, des enlèvements de personnes, et que c'est grâce au soutien sans réserve à lui accordé par Monseigneur Ndokmo
qui comptait exploiter cette occasion pour accéder à la magistrature suprême que Wandji a résisté aux opérations montées et effectuées par toutes les forces régulières du pays. Voilà ce qui est reproché à Ernest Wandji. Et puis, il est appelé là-bas par le président pour être interrogé sur les faits qui lui étaient reprochés. Et Ernest Wandji va déclarer qu'il s'agit d'un jugement de pure forme et refuse de s'exprimer. Maintenant, son refus tout au long des débats. Donc, pendant tous les débats qu'a duré le procès de Ernest Wandji, il n'a plus dit un mot. Et le verdict fut prononcé le 5 janvier 1971. 3 condamnations parmi les multiples à mort. Ernest Wandji, Mathieu Diacep, dit Ben Bella, maquisard et secrétaire particulier de Wandji, et le jeune Faustin Raphaël, qui était également maquisard et surtout agent de liaison entre Ernest Wandji et Monseigneur Ndokmo. Et puis une condamnation à perpétuité, c'était évidemment Monseigneur Ndokmo, qui va bénéficier plus tard d'une libération grâce à la pression du Vatican et va s'exiler par la suite. Ernest Wandji a donc été fusillé en place publique le 15 janvier 1971 à Bafoussam avec le jeune Raphaël Faustin, son compagnon d'armes au maquis, et Gabriel Tabe Diwambo, le courant fondateur et responsable politico-militaire du mouvement de la Sainte-Croix pour la libération du Cameroun, condamné à mort le 6 janvier 1971 dans le second procès ouvert contre Monseigneur Ndokmo. Selon les livres que nous avons consultés pour produire cet élément, ce triste 15 janvier 1971 à 11 h sur la grande place de Bafoussam, les habitants sont rassemblés en silence. Ernest Wandji est menotté et escorté par une escouade de soldats camerounais. Il avance avec fière allure. Son visage ne laisse transparaître aucune inquiétude. Au contraire, il se sent plutôt détendu et joyeux. L'instant est douloureux, en même temps historique. Ernest Wandji refuse de se faire bander les yeux avant d'être exécuté. Ernest Wandji va prononcer quelques paroles qui vont sonner comme l'appel à la lutte pour la liberté du Cameroun. Il exprime toute sa fierté et sa gratitude d'avoir combattu pour l'intérêt de son pays, tout en prophétisant que le combat était loin d'être terminé, mais que d'autres prendront le relais jusqu'à la victoire finale. Après avoir chanté, l'ordre fut donc donné de tirer et les premiers tirs ont été mortels pour Gabriel Tabe alias Wambo le courant et de Raphaël Faustin, ses deux camarades. Quant à Ernest Wandji, il ne meurt pas sur le coup. Il aura le temps de crier que vive le Cameroun. Et puis, plusieurs années plus tard, précisément le 27 juin 1991, il fut déclaré héros national par l'Assemblée nationale du Cameroun et la loi numéro 91/022 du 16 décembre 1991 le réhabilitera, celui-ci ayant œuvré pour la naissance du sentiment national, l'indépendance ou la construction du pays, le rayonnement de son histoire et de sa culture. Voilà un peu de manière ramassée l'histoire passionnante de Ernest Wandji qui mérite d'être célébré et qui mérite son statut d'homme politique, mais surtout de nationaliste ayant œuvré pour l'indépendance de notre pays.